Bienvenue à cette deuxième journée des rencontres scientifiques du Centre opérationnel Missive. Aujourd'hui, la thématique est un peu particulière puisque le fil conducteur sera le travail autour des friches urbaines, qu'on peut nommer aussi les ruines, on verra, ou autrement encore. Et puis, ce matin sera vraiment dédié à une session qu'on a appelée « Quels outils pour repenser les friches industrielles ?» avec une première présentation d'un collègue qui nous vient de Suisse, de Neuchâtel, qui est Nicolas Babé. Nicolas est docteur en géographie et il est actuellement professeur et doyen de l'Institut du management des villes et du territoire. Je lis parce que je ne veux pas faire d'impair. De la Haute École Arc Gestion de Neuchâtel. Voilà. Et il va nous présenter des réflexions, peut-être pas que issus d'eux, mais entre autres issus d'un gros projet fédéral que tu portes, qui s'appelle Suisse Rénov', dont on va reparler ensuite aussi dans la table ronde avec Maria Sock, qui est sa collègue, qui elle travaille sur la modélisation de ce projet, enfin sur la partie modélisation. Donc on reviendra de toute façon, suite à la présentation de Nicolas, sur le projet Suisse Rénov'. Là, on va écouter Nicolas plutôt sur les aspects plus conceptuels qui sont en tangente de ce projet. Et donc on aura la présentation de Nicolas, une petite... quelques minutes, 10 minutes de questions-réponses avec la salle, et on fera une petite pause entre les deux. Elle ne s'est pas marquée dans le programme, mais on fera une petite pause avant d'entamer la table ronde. Voilà. Nicolas, je te cède la parole. Merci beaucoup, Carole. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci. Voilà. Et déjà, un grand merci aussi à Carole, à Valérie et puis à Éléonore nous avoir invités, d'avoir organisé notre venue. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous présenter justement ce projet Suisse Rénov' qui a été monté par la Haute École de Gestion Arc, dont je porte la responsabilité principale, et puis également une organisation du canton du Jura qui s'appelle Créapol, avec laquelle on a monté ce projet. Donc sur le sommaire, on a discuté le contenu avec Carole, Valérie et Léonore au sujet de ce projet Suisse Rénov'. Donc je vais aborder, d'abord je vais vous présenter ce que c'est que ce projet Suisse Rénov'. Ensuite, je présenterai aussi des enjeux relatifs à des critères, à des valeurs, qui sont liés d'ailleurs à des conditions cadres. On m'a demandé aussi de parler de médiation visuelle, de modélisation, puisqu'il y a une part de modélisation non négligeable dans le cadre du projet Suisse Rénov'. Puis enfin, des questions relatives à la gouvernance, ou comment faire perdurer les résultats de ce projet. Donc, Suisse Rénov'. Donc, c'est un projet qui est soutenu par ce qu'on appelle le programme flagship d'InnoSuisse. InnoSuisse, c'est l'agence l'innovation fédérale en Suisse. Et puis, il y a un terme, heureusement, qui n'est pas explicité par Suisse Rénov', par InnoSuisse, qui s'appelle l'innovation systémique. Et c'est un projet donc, qui regroupe 22 partenaires d'implémentation et qui regroupe également 8 partenaires académiques. Donc, c'est quand même un assez gros consortium. Et puis, ce projet poursuit 2 objectifs généraux, selon les principes du développement durable, de l'économie circulaire. Donc on s'engage aussi sur les questions de développement durable, d'économie circulaire, ça commence à faire beaucoup. Et puis le premier objectif, c'est de développer une méthode de valorisation matérielle des friches industrielles respectueuse des principes de l'économie circulaire. Là, on est plus vraiment sur les bâtiments en tant que tels qui sont considérés comme des friches. Et puis également, le deuxième objectif, c'est de valoriser économiquement le plus grand nombre de friches existantes
dans le canton du Jura. Donc ce projet porte uniquement sur le canton du Jura. Vous savez peut-être qu'il y a 26 cantons dans le canton, enfin en Suisse. Je ne vais pas faire un cours d'éducation civique sur la Suisse, mais voilà. On a affaire systématiquement donc à des petits États, en fait, puisqu'on est un État fédéral, et puis ça a des répercussions évidemment sur la conduite du projet. Parmi ces 22 partenaires d'implémentation, donc il y a 3 propriétaires de friches témoins. Donc voilà, vous avez une friche dans un village qui s'appelle Courfèvre, voilà, avec des propriétaires privés. Une friche dans la ville de Delémont, qui est la capitale, 12 000 habitants, la capitale du canton du Jura. Et puis une 3e friche en Ajoie, près de Porrentruy, voilà, qui est aussi la propriété d'une personne. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que ces 3 propriétaires de friches, en fait, ne recherchent absolument pas un rendement financier immédiat, ne cherchent pas du tout à maximaliser leurs biens. Bien sûr, ils cherchent à l'équilibrer d'un point de vue financier, mais en tout cas, c'est une chose qui est assez importante. Et puis, voilà, ils ont un projet qui va bien au-delà des aspects purement commerciaux de leur propriété. Parmi d'autres, il y a d'autres partenaires qui sont relatifs à des sociétés de construction, des sociétés aussi de conception, donc ingénierie, architecture, des entreprises relatives à la gestion de déchets. Donc voilà, je reparlerai aussi de ces différents partenaires. Et puis enfin, le projet dure 4 ans, donc il a commencé l'année passée, au mois de janvier de l'année passée. Maintenant, on est bientôt à 1 an et demi. Puis il dure jusqu'à 2028. C'est un projet quand même assez important parce qu'il a un budget de 5,2 millions de francs suisses. Il y a un peu plus de 3 millions qui sont apportés par la Confédération pour financer les heures des partenaires académiques. Et puis les 40% restants, ce sont les partenaires d'implémentation. Et puis pour pouvoir allouer les fonds, ben évidemment, il nous faut également des critères. Et puis donc on a dû travailler sur des valeurs. Que dire encore? Juste, voilà, j'aurais dû me montrer peut-être une carte du canton du Jura. Vous visualisez peut-être Belfort. Et puis, on est juste au sud. Le territoire de Belfort, grosso modo, c'est 600 km². Et puis, le canton du Jura, c'est 850 km². Donc, vous voyez qu'on est sur des échelles assez réduites. Autre élément aussi important dans le cadre de ces projets, c'est la réplicabilité des résultats qui est attendu par la Confédération. Donc ça, en plus, on doit le travailler. Donc vous voyez qu'il y a un cahier des charges qui est quand même assez important au travers de ce projet. Je ne veux pas commenter cette roue, voilà, mais vous avez 8 sous-projets voilà, qui vont composer le projet global. Et puis maintenant, ben, tous ces sous-projets ont débuté. Il y en a un premier dont je suis également responsable, qui est le sous-projet numéro 1, qui est maintenant terminé, qui consistait à faire donc un inventaire des friches, de la totalité des friches dans le canton du Jura. Et puis maintenant, ce travail est terminé. Je relèverai que dans cet inventaire, on a passé un temps pas possible à pouvoir réaliser cet inventaire parce que en fait, les informations étaient complètement atomisées entre différents niveaux. Et puis, c'est un travail qui n'a pas été très, très simple à réaliser. Mais on l'a fait. Et puis, vous avez le sous-projet 2 qui est mené par ma collègue Maria Soken, qui consiste à intégrer à la fois les résultats du sous-projet 3. Le sous-projet 3, pour être très simple, c'est plutôt de construire des jumeaux numériques des friches partenaires. Et puis le sous-projet 1, mais vous le verrez tout à l'heure, voilà, il y a une valorisation également en termes de médiation visuelle de cet inventaire. Les sous-projets 4 et 5, là on entre dans le dur, et puis ça fait un peu écho à ce qu'on a entendu hier. Donc l'enjeu est de pouvoir essayer de briser quelques barrières, notamment relatives, donc, par exemple, au logiciel de conception des architectes et des ingénieurs qui n'intègrent pas, j'allais dire même pas du tout, les possibilités de pouvoir revaloriser des matériaux de déconstruction ou des déchets divers et variés dans ce domaine-là. Ben, vous avez le logiciel Revit, par exemple, qui est un obstacle. Donc il faut nourrir la machine
pour qu'elles permettent à des ingénieurs et des architectes de pouvoir conceptualiser des bâtiments qu'on pourrait considérer comme étant relatifs à l'économie circulaire. Et puis enfin bon, vous avez le sous-projet 8 qui consiste à créer des modèles économiques circulaires et durables au travers de tous ces bâtiments, et puis toute une série de flux dont je parlerai un petit peu dans le cadre de ma présentation. Juste quelques mots sur une statistique descriptive. Je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais ce qu'on a fait quand même, c'est parce que c'était, enfin, voilà, les partenaires nous le demandaient, mais c'est quoi la construction dans le canton du Jura, c'est quoi le poids et autres. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une statistique qui part depuis l'extraction, en passant par la transformation, donc c'est l'industrie en fait, la conception, la construction, la gestion. Puis on s'est aperçu en fait que le secteur élargi de la construction, en fait, c'est un mammouth dans le cadre de ce canton du Jura, et puis c'est probablement un mammouth partout, complètement sous-estimé à cause des méthodes de classement, on va dire statistiques, où on dit tiens, construction, c'est juste un tout petit secteur. Mais en fait, vous avez toute une série d'acteurs économiques qui participent pleinement de ce processus de construction. Par exemple, les ingénieurs et architectes ne sont pas compris dans le secteur de la construction. Mais nous, on l'a fait en se disant, on va partir depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la gestion de ces bâtiments. Puis en fait, quand je dis secteur mammouth, on est à plus de 10% des emplois. Ça fait plus de 3500 emplois qui sont relatifs à ce secteur élargi. Et puis, c'est plus de 10% des entreprises qui sont actives dans ce secteur élargi de la construction. Ça, c'est un point important. Retenez simplement que voilà, vous avez toute une série de secteurs, de silos. Et puis, je reviendrai sur cette métaphore du silo. Puis, d'ailleurs, je vais filer quand même passablement la métaphore dans le cadre voilà, de cette présentation. Alors, critères et conditions cadres. Alors, comment on a réussi, enfin, je pense, parce que maintenant tout le monde est d'accord, pour pouvoir essayer de s'entendre sur des valeurs, des critères et autres. Alors là, je vais présenter, je suis désolé, hein, c'est une usine à gaz. J'ai mis un volume central en rose pour rendre cette usine à gaz, si vous voulez, visuellement un peu plus plaisante. Juste, je fais une parenthèse, mais ça, c'est un modèle. C'est un modèle, puis ça ne représente pas un territoire ou autre. Hein. Puis je l'ai dessiné. Donc j'aime beaucoup dessiner. Et puis, voilà, ça peut... D'ailleurs, ça va beaucoup plus vite de dessiner à la main ce genre de schéma que de le faire sur la base d'un logiciel. Donc vous avez au centre voilà, de ce volume rose, j'ai marqué produits, services, voilà, actuels, futurs. Alors essayons d'imaginer un bâtiment, ça marche avec tout. Hein. On pourrait mettre les voitures, on pourrait mettre d'autres choses. Donc vous avez ces bâtiments. Et puis je vais essayer de vous montrer donc, voilà, comment fonctionne une boucle de rétroaction. Vous avez déjà entendu parler de boucle de rétroaction. Hein. Vous avez un objet, une chose, une personne, tout ce que vous voulez, qui est la cause d'un problème et puis qui finit par être transformé par ces effets ou ces impacts. Et puis, dans le domaine de la construction, c'est une vieille histoire, en fait. Dans la construction, vous savez très bien que voilà, il y a eu plusieurs scandales, que ce soit celui de l'amiante, ou bien celui du plomb dans la peinture et autres. Puis on peut suivre un petit peu le cheminement qui s'est passé avec l'amiante, par exemple, donc qui a été interdit en 1990 en Suisse. Le plomb, c'était 2006. Puis en fait, vous avez donc dans les impacts, ce sont toutes les flèches qui descendent, des impacts qui sont à un moment donné démontrés par des collectifs de scientifiques. Et puis ces impacts vont passer par les médias qui seront les porte-voix de ces différentes études. Après, ça va remonter par des motions qui vont être déposées par des législatifs divers et variés. Donc ça remonte, tout ce qui remonte, ce sont justement des rétroactions. Puis ça va finir par transformer les conditions cadres, c'est-à-dire les réglementations, les directives diverses et variées. Donc la boucle de rétroaction, par exemple, de l'amiante, ça a duré, tenez-vous bien, ça a duré 80 ans. Entre les premières controverses scientifiques et puis l'interdiction de l'amiante, relatif aux effets sur la santé, c'est 80 ans. Sur le plomb, ça a duré 200 ans. Donc on n'a pas le temps. Et puis, dans ce cadre-là, là aussi, vous avez des rétroactions qui peuvent remonter, cette fois-ci, du côté des collectivités publiques,
Là, c'est le volume ressources territoriales, et puis qui sont en mesure également de produire de la réglementation. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Par exemple, en Suisse, dans le canton du Jura aussi, vous avez une directive qui est en cours de préparation et qui obligera, dès qu'il y a soumission publique sur les bâtiments, qui obligeront toute conception à intégrer un pourcentage non négligeable d'éléments relatifs à des ressources recyclées. Donc voilà, du béton recyclé ou du bois recyclé et autres. Et puis là, ça sera une contrainte qui va arriver. Alors nous, ce qu'on a dit à nos partenaires, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir aux normes actuelles ou aux réglementations actuelles. Il faut aller au-delà et puis essayer de faire preuve d'anticipation, si ce n'est de prospective, dans un horizon de 5 à 10 ans. Alors d'après vous, ben voilà, qu'est-ce qui est maintenant embarqué comme futur scandale? Il y en a une flopée. Donc par exemple, je suis pratiquement sûr que ce bâtiment, également tous les bâtiments de cette zone sont complètement pourris. Donc ils sont pourris parce qu'ils sont bourrés de PFAS, des polluants éternels que vous allez trouver partout. Tous les toits plats contiennent des biocides. Ces biocides, donc, ben voilà, c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est pas bon pour nous-mêmes. Donc voilà, là il y a des enjeux, si vous voulez, des contraintes qu'on s'est dit, bon, ben, on va essayer de les intégrer. Puis si avec les PFAS, les polluants éternels, les biocides sur les façades, sur les toits plats, et j'en passe, il y en a d'autres, il y a du Cropsys, voilà, dans le béton, enfin bref. Et ces éléments-là ben, font controverse depuis quelques années, et puis on peut s'attendre à des législations voilà, à la fois européennes et puis nationales. La Suisse suit complètement les législations européennes avec des transformations majeures dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, que ce soit la Société des ingénieurs et architectes suisses, voilà, se focalise plutôt sur le CO2. Mais il n'y a pas que le CO2, il y a justement tous ces polluants et puis qui posent problème, des problèmes environnementaux, bien évidemment, puis des problèmes de santé publique. Donc voilà, et puis en fait, ben, les valeurs, les critères, vous les avez, quoi. Ils sont relatifs à l'environnement. Donc voilà, c'est pas seulement le climat, mais c'est la biodiversité, c'est les polluants relatifs à cette biodiversité, c'est la santé humaine, physique, psychique, sociale, et puis également ce sont des critères économiques dont on doit tenir compte. Et puis là, on a réussi à construire un consensus finalement assez rapidement sur ce modèle, en discutant justement de ce modèle, et puis tout le monde était intéressé à tenir le challenge en se disant mais il faut qu'on refasse ou qu'on réinvente des bâtiments justement qui aillent au-delà de tous ces polluants extrêmement problématiques. Donc voilà, les bâtiments d'aujourd'hui qui nous entourent, ce sont des problèmes futurs, de demain. Alors médiation visuelle, voilà, quand on a monté le projet, on avait quand même un angle mort relatif à ces questions de médiation, puisque autre contrainte relative à Inno Suisse, et puis les objectifs de développement durable, il faut prendre tout le monde avec, il faut être participatif, et puis on n'a pas seulement des ingénieurs et des architectes, mais également on a des investisseurs, on a des populations, des citoyens, des décideurs politiques, des investisseurs et autres. Mais voilà, comment on construit ces médiations visuelles? Et puis voilà, je crois qu'il y a une littérature anthropologique assez importante maintenant pour démontrer qu'il n'y a pas d'interaction efficace dans ce domaine-là sans médiation visuelle qui soit à la hauteur. Donc voilà, l'enjeu c'était de se dire mais comment on fait? Et puis même d'ailleurs dans le secteur de la construction élargie, c'est le phénomène de tour de Babel. D'ailleurs les BIM, hein, ça a été justement créé pour essayer de résoudre ces problèmes de coordination entre les différents corps de métier, entre les différents silos dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir résoudre ces différents enjeux. Et puis, c'est à partir de là qu'on a discuté avec tous nos collègues académiciens, mais juste avant, c'est simplement de vous montrer certaines médiations visuelles quand même qui étaient d'une certaine qualité. Voilà, ça date de 1813, c'était l'architecte Voyer dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une promenade au bord de la rivière à Mont-de-Marsan. Donc voilà, c'est un type de production visuelle
qui n'est pas relatif à la gestion d'un projet, mais c'est évidemment de la communication. Mais dire que voilà, ça ne date pas d'hier, si vous voulez, ces différentes médiations. Alors, ce qu'on a fait, c'était de distinguer les médiations visuelles expertes et puis les médiations visuelles citoyennes, en se disant, ben là, j'ai refait un schéma, qui est un modèle, de nouveau, et puis on dessiné, en se disant, mais il y a 3 niveaux. Il y a un niveau donné, qui est fondamental, qui est la base de tout ça. Et puis un deuxième niveau qui est relatif, on va dire, au BIM ou à des médiations visuelles expertes pour pouvoir concevoir les bâtiments. Donc un niveau qui s'adresse principalement donc aux experts. Et puis un niveau tout au-dessus, qui sera d'ailleurs, qui est considéré aujourd'hui comme une porte d'entrée, relatif à des médiations visuelles que voilà, les non-experts, les citoyens au sens large du terme, peuvent utiliser. Puis avec un petit rêve en se disant, mais c'est marrant, ça fait des années et des années que des jeux tels que SimCity existent, mais on n'a encore jamais inventé un SimCity de la vie réelle. C'est quand même assez fou, quoi. Dans le monde voilà, virtuel, on peut créer des villes, mais voilà, je crois que c'était Valérie qui utilisait le terme patouiller. Voilà, c'est de se dire, mais tiens, on pourrait patouiller s'il existait une sorte de SimCity. Alors, on n'a pas eu le temps hein, de finaliser un SimCity, mais ce qu'on a réussi à finaliser, enfin ce que l'équipe de Maria a réussi à finaliser, c'est sur la base de l'inventaire, relatif à 44 critères descriptifs. On a une plateforme interactive qui sera sous peu, dans une semaine ou deux, qui sera mise en ligne et puis qui présente toutes les friches avec 44 critères descriptifs. C'est extrêmement facile à utiliser. Et puis on sait pour telle ou telle friche, quand est-ce que ça a été bâti, quelle est la surface, quels sont les volumes, voilà, quelle zone. Dans quelle zone ça se situe, quelle est la taille de la parcelle, quelle est la distance par rapport à une gare, enfin bref, vous avez ces 44 critères d'ailleurs qui ont été discutés en équipe pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus, quoi. Et puis, on s'est dit, mais il y a quand même des histoires de grammaire visuelle, puis j'en ai profité puisque c'était un petit peu la thématique. En faisant référence à ce qui a été dit tout à l'heure, je m'aperçois d'ailleurs qu'il y a une ligne manquante. J'aurais dû distinguer tout ce qui est grammaire iconique et puis grammaire aniconique, donc où on présente des concepts. Ce que je viens de vous montrer avec les schémas en 3D isométrique, c'est aniconique. Et puis en se disant, bah, tiens, on a des ressources sur la 2D. Et puis chacune de ces formes de grammaire, elle a ses avantages et puis elle a ses inconvénients. Vous avez également donc, tout ce qui concerne la perspective linéaire. Là, vous avez cette espèce de bâtiment imaginaire. J'ai dessiné ce bâtiment imaginaire. Vous ne vous rendez pas compte le temps que j'ai passé à réussir à dessiner ce bâtiment. Heureusement qu'il existe du numérique pour gagner du temps. Et puis en dessous, c'est un dessin que j'ai fait voilà, avec un point de fuite et puis qui me permettait de pouvoir travailler sur un processus participatif avec les habitants d'un village. Ces volumes représentent voilà, des réservoirs d'eau désaffectés. C'est une friche souterraine. Et puis on avait à la base que des plans et puis également une coupe. Puis j'ai repris ça et puis voilà, j'ai fait ces dessins pour que les gens se représentent un petit peu cet espace. On a la 3D isométrique. Voilà, là, vous avez en haut donc, une planche d'Auguste Choisy. Je ne sais pas si vous connaissez l'encyclopédie de l'architecture d'Auguste Choisy, fin du 19e siècle. C'est une merveille. Puis un clin d'œil, évidemment, avec SimCity qui travaille avec la 3D isométrique. Puis enfin, la 3D planimétrique qui me semble particulièrement intéressante pour essayer de travailler sur des enjeux, par exemple, de SimCity, puisque cette forme de visualisation, elle permet de pouvoir sauvegarder toutes les informations qu'on a en 2D, et puis elle permet également de pouvoir représenter les volumes. Parce que c'est une demande hein, qui émanait aussi relative, mais ça serait bien de pouvoir voir les volumes. Je ne vois que ça. Et puis là, ça c'est un développement, on vient de déposer avec Maria un nouveau projet, une sorte d'excroissance du projet Suisse Rénov relatif à des médiations visuelles. Puis là, je fais juste une petite parenthèse. Ces médiations visuelles, elles sont super importantes.
Et puis notre hypothèse est la suivante, c'est que sur les questions paysagères, puis là on a en plus une contrainte sur les paysages, il faut les préserver. On s'aperçoit, enfin moi je l'ai vu, ayant participé à des processus, si vous voulez, de production de ce qu'on appelle des plans d'aménagement locaux en Suisse, bah, vous avez des commissions avec des politiciens de milices, de villages, de petites villes qui vont se réunir puis qui vont dessiner sur des plans. Puis ce qu'il y a de fou, enfin ce que je trouve fou, c'est que donc on définit des zones, que ce soit des zones d'habitation, des zones d'activité économique, des zones commerciales ou tout ce que vous voulez. Et puis les gabarits, c'est-à-dire l'axe Z, c'est-à-dire la hauteur, est rédigé. Ce qui fait que personne ne voit ce qui est déjà embarqué au niveau des constructions futures. Je trouve ça formidable, quoi, incroyable. Et après, ben, évidemment, les règlements de construction, les zones engagent les communes. Elles ne peuvent pas s'opposer à telle ou telle construction parce que tel ou tel projet va respecter toutes les règles. Et en fait, tout le monde est étonné de se dire « Oh, bon sang, mais le bâtiment, il est énorme, il cache complètement la vue, et puis ceci, cela. » Bah oui, puisqu'à la base, il n'y avait pas de médiation visuelle qui permettait de pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait. Ce n'est pas que les gens sont stupides, absolument pas. C'est qu'il n'y a pas les bonnes médiations visuelles. Donc, on est également en train de travailler là-dessus, à côté du projet Suisse Rénov'. Alors, les questions de gouvernance, enfin, je regarde juste le... Ouais, je suis dans les temps, c'est parfait. Donc, le silotage des collectifs de la construction. Donc là, j'ai montré une boîte de sardines. Voilà, j'ai dessiné cette... voilà, pour essayer de représenter, si vous voulez, je vais pas lire toutes les associations faîtières. Ça, c'est une métaphore architecturale, une association faîtière relative au métier de la construction. C'est du copier-coller sur les nomenclatures statistiques. Et puis, vous avez donc des associations qui sont des associations principalement de lobbying, ou bien qui vont faire du lobby pour la formation, pour ce genre de choses, pour des conditions cadres diverses et variées, puis qui négocieront avec le gouvernement. Donc tous ces acteurs, ils se connaissent très mal. Hein. Donc ils sont complètement silotés. C'est des métiers qui sont différents, divers et variés. C'est pour ça que je me disais, bah, tiens, voilà, ils sont tous un peu ensardinés. Et puis en se disant, bah, il y a des sardines, mais il y a aussi les boîtes. C'est intéressant de se pencher sur les boîtes et puis le rôle de ces différentes boîtes de sardines. Puis après, ben, évidemment, ça pose un problème. On se dit, ben, vous avez la fameuse roue voilà, de l'économie circulaire. Je crois que c'est la même qu'a dessinée l'ADEME. Là, c'est l'Office fédéral de l'environnement, au sujet de ces enjeux en matière d'économie circulaire. Et puis, vous avez les sous-secteurs de la construction, qui sont tous autant de boîtes de sardines. Et puis, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour, quelque part, faire entrer un rond dans un carré? C'est un peu la quadrature du cercle, puisque ces gens s'ignorent complètement, puis qu'ils engagent également toute une série de flux de matière. Puis là, vous avez un exemple, me semble-t-il, assez parlant de notre modernité, si je veux parler comme Latour ou bien Descola. D'un côté, voilà, des ingénieurs qui se penchent sur les flux de matière, et puis de l'autre, vous avez des organisations professionnelles qui n'ont aucune idée de ces flux de matière, et puis personne ne gère ces flux de matière. Personne. Alors comment se sortir un petit peu de cette situation? Alors là, c'est vraiment pas fini, hein. C'est autre métaphore, si vous voulez, de menuiserie. Ce que je vous propose, c'est à peine équarri, c'est surtout pas pensé, mais il faut voilà, une idée particulière. Puis je me suis dit, mais en plus, on vient à Lyon, le pays des canuts, je vais essayer d'exploiter un petit peu la métaphore textile. Et puis l'idée étant de penser ces collectifs, en tout cas les boîtes de sardines, plutôt comme des fils de chaîne. Donc vous voyez, ce sont les fils verticaux. Association faîtière, ça va bien avec ce truc vertical, qui sont traversés par des flux de matière, donc des fils de trame, dont personne n'a une vision complète. Donc chaque fil de chaîne a une vision partielle, c'est-à-dire dès que le fil de trame, qui est le flux de matière, le touche,
Là, il y a une conscience de la matière. Mais quand ça va plus loin, voilà, les informations partent. Et puis en plus, vous avez toute une série de problèmes en matière d'homologation des matériaux et autres, enfin, qui bloquent complètement ces flux de matière. Et puis qui rendent voilà, cette problématique quand même assez compliquée. En se disant, mais si on essayait de faire autre chose, bon, c'est une structure idéale, en se disant d'une part, il faut absolument cartographier les flux de matière, alors c'est ce qu'on est en train de faire, en termes de qualité, de quantité, et puis également l'enjeu est de construire un collectif transversal adossé aux flux de matière, et puis de tisser ces flux de matière en bouclant quelque part les flux, donc qui sont les fils de tramage, et puis en les tissant aux fils de chaîne existants. Puis avec cette métaphore, si vous voulez, elle me semble assez féconde parce qu'elle me permet de pouvoir me rendre compte qu'il existe déjà dans plein de domaines des collectifs qui sont engagés dans des flux de matière. C'est grosso modo toutes les associations écologistes, à part les associations politiques qui sont des associations façon fil de chaîne. Mais vous avez toute une série d'associations qui existent aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture, dans l'alimentaire, dans l'énergie et autres, qui sont organisées en fait en fonction de ces flux. Puis c'est rien d'autre en fait que les communs des lignes Eurostrom. Gérer un commun, c'est gérer des flux de matière, de transformation, de manière durable, collective et autres. Et puis notre hypothèse, l'hypothèse qu'on construit, qu'on est en train de présenter à nos partenaires d'implémentation, ben, c'est de faire ça. Et puis, pour l'instant, ben, ça semble assez bien fonctionner, parce qu'on a un rôle, ben, évidemment, quand je vais dire, il faut convaincre, quoi. Et puis, là aussi, la métaphore est quand même une ressource assez intéressante pour faire tout ça. Alors, je vais pas passer trop de temps sur, voilà, sur cette idée de plateforme pour tisser des collectifs qui seraient organisés en fil de chaîne, et puis des collectifs adossés à des flux de matière, parce qu'en fait, il y a plein de collectifs matières qui sont en train de naître un peu partout. Et puis l'idée n'étant pas de resiloter entre, je sais pas moi, des flux de matière agricole puis des flux de construction, puisque en fait l'agriculture, par exemple, elle fournit potentiellement plein de matières géosourcées qui peut être mobilisable dans la construction. Puis dernière image, et puis je vais m'arrêter là. Je ne pourrais pas m'empêcher de nouveau de montrer voilà, un métier jacquard. Puis regardez les navettes en haut avec différents fils de couleurs. Puis j'aime bien l'idée de navette parce qu'en fait la trame, quand on parle de trame, c'est toujours un flux. Voilà. Contrairement au fil de chaîne, c'est tendu, c'est du pouvoir, c'est de la compétition. Et l'idée étant de pouvoir se dire, bah, tiens, essayons de filer quelque part la métaphore jusqu'au bout et puis de l'appliquer à ces différents enjeux en matière de gouvernance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas, en plus, en bon suisse, pile poil à l'heure, c'est nickel. À vous. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, réactions sur cette présentation de Nicolas? Demande de précision. Merci, bonjour. Donc, moi, je suis Ferrel Goulamoussen et je pilote un centre opérationnel du PEPR au même titre que Valérie et Lionel, mais moi je travaille sur les questions de données. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant l'analogie que vous faisiez sur le SimCity. Et donc, dans le projet, j'avais imaginé, à la fin du projet, lorsqu'on aura suffisamment d'expérience sur le traitement des données, de regarder dans quelle mesure on peut éclairer à la fois les citoyens et les élus, les décideurs publics, avec un outil de décision gamifié. Et donc, ça leur permettrait de visualiser et de prendre des décisions collectivement et pas uniquement dans un bureau sur un schéma que seuls 3 experts sont en capacité de lire. Voilà. Alors, ça pose plein de problèmes. Parce que si on veut se baser sur des données réelles, déjà, il faut les avoir. Il faut y avoir accès. Et puis, il faut avoir des modèles qui permettent aussi de faire en sorte de pouvoir discuter, qu'on puisse
ouvrir la discussion avec le citoyen et l'élu. L'élu, lui, va voir, bâtisseur, je veux construire ça parce que ça me semble sympa et que je veux laisser ma trace sur la ville, mais le citoyen, lui, il a envie d'avoir du service et puis il ne sait pas trop comment est-ce qu'il va faire en sorte de faire vivre ses enfants et ses petits-enfants dans le quartier dans lequel ils sont parce qu'ils ont acheté une maison à cet endroit-là, etc. Et donc, concilier tout ça avec des outils gamifiés, ça me semble utile. Maintenant, il faut trouver la méthode qui permet d'y arriver, quoi. Voilà. Et si vous avez travaillé là-dessus des pistes sur des questions comme ça, bon, ça m'intéresse beaucoup. Alors, merci beaucoup. Hein. Voilà, c'est une demande, c'est pas forcément une question, mais pour aller dans votre sens, on a commencé, on sait de toute façon que l'information existe, mais qu'elle est complètement atomisée. Et puis qu'il nous faudra passer énormément de temps déjà pour pouvoir réunir ces informations et puis de faire une base de données raisonnée. Alors je ne peux pas vous dire dans le détail, on n'en est pas encore là. Mais il y a quand même des enjeux là aussi environnementaux qui sont énormes et puis des enjeux économiques. Alors sur les enjeux environnementaux, aujourd'hui en Suisse, moins de 1% de ce qui est déconstruit va être réutilisé dans la construction. Moins de 1%. Donc tout va en décharge. Aujourd'hui en Suisse, et puis je pense que c'est les mêmes chiffres qu'en France, un camion sur 5, c'est pour transporter des matériaux de construction entre les gravats et puis les nouveaux matériaux de construction. En termes économiques, enfin, si vous voulez, le problème aussi, c'est la valorisation et l'homologation de ces matériaux. Si vous homologuez des matériaux, mais encore faudrait-il connaître à la fois la qualité, la quantité, les flux, d'où ça part, jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si vous les homologuez, c'est une transmutation. C'est-à-dire que vous prenez quelque chose qui ne vaut rien et puis vous lui donnez une valeur économique. Donc si vous lui donnez une valeur économique à une échelle territoriale, vous créez de l'emploi, vous créez des richesses. Donc voilà un petit peu les deux éléments que j'aurais voulu ajouter à ce que vous dites, quoi. Mais sur la gamification, on est synchrone, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Peut-être juste pour dire, à la fin de la journée, bon, Feriel, tu sais, on est sur les mêmes sites internet, mais on va donner les références du site internet sur lequel on va se permettre, hein, Nicolas, de mettre les références du projet Suisse Rénov', qui est assez fourni. Hein, il me semble que vous mettez au fur et à mesure vos résultats, etc. Une manière de mettre en lien aussi les différents travaux. Voilà. Merci Nicolas de ta présentation et de tes beaux dessins. Merci. Peut-être une réflexion et puis une question. Je me tire une balle dans le pied parce qu'après on anime la table ronde, mais c'est pas grave. Une réflexion par rapport à l'intérêt d'une grammaire. Moi, je trouve ça extrêmement pertinent de réfléchir à une grammaire qui puisse être partagée, mutualisée. Entre nous qui nous intéressons à comment c'est nécessaire, enfin réfléchir à ce qui va permettre aux gens de collaborer, de coopérer, de se coordonner dans des projets. Parce que si on veut faire quelque chose de global et de systémique, c'est absolument incontournable. Et dans cette réflexion autour de grammaire, je réfléchissais en tant qu'ergonome à ce que nous on appelle des objets intermédiaires ou des objets frontières de la conception, qui peuvent subir des déformations, c'est-à-dire que selon ce que l'on souhaite justement travailler, mettre à l'épreuve, on peut avoir des représentations qui vont être déformées, qui ne vont pas du tout le reflet de la réalité. Et on fait une distinction, j'ai embêté Lionel assez précocement avec ça, entre des représentations qui sont vraiment figuratives, c'est-à-dire qui essaient de copier le réel, et puis des représentations qui soient opératives, c'est-à-dire qui soient déformées. Voilà. Donc, je me disais, ce serait intéressant de partager cette grammaire. Des collègues brésiliens travaillent beaucoup là-dessus aussi, y compris dans le champ de la santé, pour pouvoir dialoguer avec des personnes qui ont des modalités de représentation qui ne vont pas passer, par exemple, par de l'écriture. Et puis, ma question, c'est comment vous réfléchissez la question de la temporalité dans le projet ? Puisqu'on est dans des processus, il y a des choses qui s'inscrivent, j'imagine, dans le temps, y compris les coopérations que vous essayez de mettre en place. Et comment cette temporalité,
elle peut justement, elle aussi, faire l'objet d'une réflexion méthodologique ou en termes de grammaire. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais plus ou J'ai moins, pas je vais essayer de te répondre. Déjà, d'accord. par exemple, juste Merci. sur la question de la grammaire, c'est pour l'instant, encore une fois, c'est des hypothèses. Hein. Mais il n'y a pas une seule forme de représentation qui représente réellement la réalité. Pas une seule. C'est toujours une déformation. Ne serait-ce que par rapport à la perspective linéaire. Forcément, tu dois déjà fermer un œil. C'est comme l'œil du photographe. Donc, tu as perdu la stéréoscopie. Et puis, en plus, tu as perdu tous les autres sens. Puisque là, on est sur de l'image. Et puis, le paysage, c'est aussi l'ouïe, enfin tout le reste. Une des hypothèses relatives à tout ça, puisque de toute façon, c'est une forme de représentation du réel qui n'est pas le réel. Hein, on dit que la carte n'est pas le territoire, mais l'image, c'est pas la réalité non plus. Il y a des questions relatives, si tu veux, là aussi, par exemple, au processus d'apprentissage. Admettons, par exemple, qu'on fasse un serious game façon SimCity. La façon la plus simple de dessiner, par exemple, si je prends du 3D planimétrique, c'est super simple à faire. Quoi. Mais super simple, en 5 minutes, les gens peuvent apprendre. Alors pourquoi on n'apprend pas aux gens de faire ça? Par contre, la perspective linéaire, c'est des semaines de boulot. C'est juste inimaginable. Et voilà, donc c'est d'essayer de réfléchir à ces différents enjeux relatifs à des processus d'apprentissage. Et puis, en fait, tout le projet est itératif, puis on construit la méthodologie avec, quoi. Mais c'est absolument passionnant, parce qu'en plus, ça génère justement d'autres projets. Puis on peut déposer d'autres projets à partir de ce projet-là, parce qu'on n'aura pas le temps, par exemple, dans le cadre du projet Suisse Rénov', ni les moyens de faire, par exemple, un serious game sur les territoires pour que les gens puissent patouiller, selon tes propres termes. Moi, j'aime beaucoup, ça me parle, quoi. En fait, c'est omissible, on invente des mots. Y a-t-il d'autres questions? De toute façon, je vous propose une petite pause. On se retrouve à 10h30. C'est bon pour le. Il y a ensuite, quoi qu'il arrive, une table ronde dans laquelle on va déployer un peu plus Suisse Rénov' et travailler aussi autour des friches industrielles avec du côté lyonnais avec Intermed. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces questions dans cette matinée. Voilà. Merci de votre attention et puis rendez-vous à 10h30. Je ne sais pas quelle heure il est.